Bon, ben, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là en cette fin de congrès. Comme le dit notre présidente, la présentation porte sur, dans le fond, la dynamique qui a animé ou qui n'a pas animé l'évolution de la réglementation des ordres professionnels durant la COVID-19, la crise pandémique de la COVID-19 au Québec. On parle, l'espace donc qui est considéré aujourd'hui, c'est celui des ordres professionnels québécois. Pour mémoire, un ordre professionnel, on pense facilement aux ordres professionnels qui régissent les médecins, les ingénieurs, les avocats ou les infirmières. Un ordre professionnel, c'est un organisme de régulation qui exerce un pouvoir délégué par l'État, par le biais d'une loi, pour encadrer l'exercice d'une profession donnée. Chaque ordre va réguler une profession qui est définie par son monopole sur certains gestes. Seuls les membres du Collège des médecins peuvent poser certains gestes médicaux. Au Québec, il s'avère que 56 de ces professions sont encadrées par un total de 46 ordres professionnels. Et cet espace de régulation concerne plus de 400 000 travailleurs, travailleuses, qui représentent pas moins de 10 de la main-d'œuvre active au Québec dans une variété de domaines différents. Et ce que régulent ces fameux ordres professionnels au nom de la protection du public, c'est une variété d'activités qui vont de la surveillance, de la discipline, à la formation continue et initiale, la définition des champs de pratique et ce qui va nous occuper aujourd'hui, principalement, le problème bien connu de l'admission des professionnels formés à l'étranger. Est-ce qu'une personne, par exemple, formée en médecine ou en sage-femme au Maroc peut venir facilement pratiquer au Québec? Ça soulève toutes sortes de problèmes d'un point de vue, disons, sociologique et politique, celui qui nous anime, Jean-Luc et moi. La façon qu'on a d'observer l'exercice de ces prérogatives des ordres professionnels, c'est qu'on note que les ordres encadrent des négociations, en fait, entre des groupes professionnels d'une part et d'autres acteurs propres à chacun des écosystèmes sectoriels comme la santé, l'aménagement du territoire, le droit, etc. Et que dans ces négociations-là, ben, chaque groupe professionnel, le Collège des médecins, le barreau, l'Ordre des ingénieurs, etc., déploie, en fait, ne se contente pas de protéger le public, mais déploie aussi une stratégie d'optimisation de ses statuts socio-économiques et de ses privilèges de marché. Toute cette régulation des ordres professionnels fait l'objet de profondes réflexions à l'heure actuelle qui visent à revoir les structures de gouvernance, notamment autour de bonnes pratiques ou de rapports inspirés de pratiques, par exemple, formulées par les Professional Standards Authority en Grande-Bretagne ou d'autres sources, disons, de normes, mais dans une tendance générale qui vise à des changements majeurs, par exemple la fusion de certains ordres professionnels entre eux ou la mutualisation d'activités entre ces ordres, les activités de syndic, de discipline, de registrariat, etc. Dans un contexte qui est évoqué ici là, dans la diapo, de ce qu'on qualifie de professionnalisation hybride, qu'on ne va pas développer, mais ça donne le contexte, disons, conceptuel de cette transformation. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que le problème particulier de l'admission des professionnels formés à l'étranger pourrait, et d'un certain point de vue devrait, être dynamisé par toutes ces réflexions-là. Ça irait, dans le contexte québécois, dans le sens de recommandations qui sont faites par le commissaire à l'admission aux professions ou le Conseil interprofessionnel du Québec. Et a priori, il semble que cette direction-là est empruntée, ou en tout cas par des initiatives. Initiative ne veut pas dire résultat, on s'entend, mais par des initiatives qui sont plus agressives dans d'autres juridictions canadiennes ou états-uniennes. Les questions que nous nous sommes posées dans le cadre du projet de recherche qu'on vous soumet aujourd'hui reposent, dans le fond, sur le postulat suivant. Est-ce que la crise pandémique, la crise de la COVID-19, peut être considéré comme révélateur, un peu comme nos prédécesseurs, la présentation de tantôt, comme le révélateur de dynamique qui, dans notre cas, favorise ou non des réformes professionnelles. Ce qu'on a constaté dans le cadre du projet qu'on va vous présenter, c'est qu'au Québec, la crise pandémique
a effectivement accéléré des projets complexes et très ambitieux de rénovation de la réglementation professionnelle. Vous avez des exemples sur la diapo ici. Partage d'actes réservés dans le domaine de la santé, autorisation du télénotariat, pour le dire ainsi, dans le domaine notarial, reconnaissance en cours de certains groupes qui ne disposent pas jusqu'ici d'ordre professionnel. On pourrait ajouter aussi la reconnaissance du caractère essentiel de certains services liés à l'aménagement du territoire, comme les agronomes ou les évaluateurs agréés. Par contre, et c'est le mystère que nous vous soumettons, la crise pandémique n'a pas suscité de percée sur le problème très épineux pourtant de l'admission des professionnels formés à l'étranger. Mystère, n'est-ce pas? Qu'on va essayer pour qu'on aborde, disons, à travers une collecte de données menée dans le cadre d'une recherche beaucoup plus ample là, que le morceau qu'on vous soumet aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes, après quoi Jean-Luc embarquera pour vous exposer notre discussion plus étoffée. On s'est posé la question, quels étaient les effets de la crise pandémique sur les politiques professionnelles de façon générale? Et comme ces politiques dites professionnelles sont souvent difficiles à capter parce qu'elles sont assez discrètes, souterraines, ce qui se discute en public ne correspond pas toujours à ce qui se fait sur le plan réglementaire, on a adopté des stratégies de ratissage web pour constituer 3 corpus documentaires différents. Donc, vous avez un peu l'illustration dans le tableau que vous avez sous les yeux. Un corpus, disons, de gestes réglementaires, un corpus de textes parus dans les médias et un corpus de documents produits par les ordres professionnels eux-mêmes, et ça dans 2 provinces, au Québec et en Colombie-Britannique. Ça a donné, disons, quelques milliers de documents partagés. En gros, comment est-ce que ces données-là nous aident à éclairer le cas particulier de l'admission des professionnels formés à l'étranger? En gros, ce qu'on a pu constater dans nos données, c'est que l'admission des professionnels formés à l'étranger est un problème qui a été très souvent abordé dans l'espace public, notamment dans les médias durant la pandémie. Les médias ont abondamment souligné le lien aigu entre le problème de l'admission de professionnels formés à l'étranger et le contexte pandémique. Vous voyez un peu dans les chiffres qui sont indiqués ici, dont on pourra discuter le détail si vous avez des questions à ce sujet. Par contre, la crise pandémique et toutes les discussions qu'elle a suscitées n'a pas suffi à accélérer l'évolution réglementaire sur la question de l'admission des professionnels formés à l'étranger. Autant on constate beaucoup d'occurrences sur ce problème dans la base de données médiatique, autant on constate que dans l'activité réglementaire, ça ne s'est pas traduit par des gestes réglementaires, alors que, et je vais clore là-dessus, je vous rappelle que ça a été le cas sur d'autres chantiers, sur d'autres fronts d'intervention. Pourquoi, comment? Je vais laisser Jean-Luc développer cette question. Bon, je vais tracer quelques lignes là-dessus, mais évidemment, c'est un sujet multidimensionnel. Comme on va le voir d'ailleurs, l'essentiel, je viens de le dire peut-être. En termes de pistes qu'on tire de nos données, d'abord, comme Julien l'a mentionné, l'admission des professionnels formés à l'étranger, c'est souvent dans la sphère publique, c'est véhiculé beaucoup dans les médias. Et puis, on constate qu'en contexte de pandémie, les choses ne se sont pas accélérées. Même si on voit qu'il y a eu des évolutions dans les règlements pour d'autres aspects, comme mentionné plus tôt. Et aussi, finalement, on en tire une de nos pistes d'analyse, c'est que la faible présence de la question des professionnels formés à l'étranger dans la banque de données réglementaires est parallèle à la faible visibilité des réflexions globales sur le système des professions réglementées dans la banque de données médiatique. Quand on parle de système professionnel au Québec, c'est un vocable d'usage qui concerne uniquement
les professions réglementées. Petit problème de sémantique. Des fois, ici, là, quand on sort du Québec, bon, c'est pour ça que je fais une accent sur les professions réglementées. Les textes médiatiques sur les professionnels formés à l'étranger renvoient à des enjeux sectoriels, qui est un peu par la force des choses parce que chacune des professions réglementées évolue dans un système d'écologie liée, comme le montré maintenant classique Abbott, Andrew Abbott, avec les Link Technologies, des écologies liées qui structurent les rapports et les rapports en profession, État et milieu de travail et autres acteurs qui ont une clientèle aussi, usagers. Et donc, les évolutions qui ont accéléré répondent à des intérêts propres à un écosystème sectoriel identifiable. Donc, de façon très spécifique. Maintenant, la question de l'admission des professionnels formés à l'étranger présente des difficultés particulières en termes aussi de mise en œuvre, parce que ça requiert des aménagements en aval des ordres professionnels. Il y a bien sûr l'admission en termes réglementaires, mais quand il y a admission, il y a souvent, presque toujours, une prescription de formation complémentaire ou de stage en milieu de travail qui est exigé pour lycée, pour se conformer aux habitudes de travail, aux normes locales, dans ce cas-ci du Québec. Et donc, il y a un ensemble d'institutions qui doivent aussi joindre le pas à ces adaptations réglementaires-là et mettre en place des formations et des places en formation, des places en milieu de stage. Le cas de la médecine, par exemple, il y a eu des expériences qui ont été annoncées dans les médias, y compris au Québec, de permis restrictifs, de poste de médecin assistant. Ah, tiens, mais ça a eu l'effet un peu de l'herbe est plus verte chez le voisin. Et dans les faits, c'est des initiatives qui sont tombées lettrement, qui n'ont pas été développées non plus, pour les mêmes raisons que le Collège de médecine au Québec a freiné et n'a pas embarqué dans de telles initiatives parce que ça impliquait l'engagement d'autres institutions qui, elles, n'étaient pas prêtes à embarquer. Vous voyez que c'est une série d'engrenages qui sont mis en place. Et puis, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Ben, c'est que le Québec semble se distinguer par le volume et la lourdeur des procédures réglementaires. Il y a beaucoup de ramifications juridiques et réglementaires et administratives. Mais au-delà de ça, ce foisonnement réglementaire est de nature à accentuer les particularismes de chacun des écosystèmes, des écologies liées de ces secteurs et de nuire à des réformes à visée globale parce que il y a des traits communs à ces changements-là qui doivent être mis en place. Il y a donc une rareté des réflexions publiques visibles sur cet enjeu global. Il y a des réflexions globales, mais qui sont peu visibles, entre autres du côté du Conseil interprofessionnel du Québec, puis du commissaire à l'admission aux professions, le Fairness Commissioner, si on veut, au Québec. Il y a des difficultés aussi à saisir la complexité du contexte, qu'on a essayé de vous présenter d'ailleurs, et la multiplicité des acteurs et de leur rôle. Les ordres professionnels, dans tout ça, héritent un peu d'une figure de scapegoat, de bouc émissaire, parce qu'ils sont la face visible, si on veut, la pointe de l'iceberg dans tout ça. Et derrière les ordres professionnels, il y a les établissements de formation, il y a les milieux de stage, les milieux de travail, il y a
à ça, il y a des entreprises, selon les secteurs, qui doivent contribuer à ces changements-là. Mais quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Et donc, on a beau avoir les meilleurs aménagements innovants, euh, les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit au Québec. Il n'y a pas d'application concrète et donc ça reste lettre morte. Et les ordres professionnels, ce ne sont pas des employeurs ni des établissements de formation. Ils peuvent toutefois servir d'agents de médiation ou d'accompagnants pour favoriser le mieux possible le lissage entre ces ensembles institutionnels qui doivent communiquer ensemble.